Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons pour la plupart découvert Laura le 1er mars 2021 lors du début de la grève de la faim qu'elle avait entamée avec Karine Trapp. Une camionnette était garée devant le tribunal d'Alès, sur laquelle elles avaient positionné des renseignements sur leur triste histoire, permettant d'expliquer les problèmes qu'elles rencontraient avec notamment la justice, qui par plusieurs décisions les prive d'être réellement des mamans vivant normalement avec leurs enfants. Merci Laura d'avoir accepté de répondre à mes questions. Depuis le 1er mars 2021, et malgré les différentes médiatisations aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias, quelles sont les avancées te concernant et quels sont les éléments qui sont importants à souligner? Peux-tu également nous expliquer ton histoire et son déroulé qui te prive au final de ton fils Néo? Oui, alors bonjour, donc je suis, Laura, j'ai 36 ans et certains me connaissent pour la grève de la faim que j'ai faite avec, Karine Trapp, donc à partir effectivement du 1er mars. Alors les avancées ne sont pas forcément bonnes puisque, je repasse en jugement, donc avec le juge aux affaires familiales le 8 juin. Alors ça devait être initialement le 6 mai, seulement, suite aux nombreux courriers et je remercie tous ceux qui nous ont soutenus avec Karine. En fait, il y a eu beaucoup de courriers qui ont été envoyés donc à ma juge, donc suite au précédent jugement et à cette grève de la faim. Donc en fait, il faut savoir que ces courriers m'ont permis, d'obtenir une audience en collégial. Donc c'est-à-dire que, il y aura 3 juges, dont, celle que j'avais. Et donc alors, c'est une avancée si on veut parce que alors c'est une avancée. Seulement la juge l'a fait, soi-disant, il paraîtrait, pour pas qu'on puisse dire qu'elle a été partiale. Donc voilà les avancées. Alors entre 2, elle m'avait demandé de réaliser 2 expertises, une psychologique avec le papa de mon fils, donc de Néo qui a 4 ans, mon fils, et l'autre, qui est une expertise psychiatrique que je devais, réaliser seule, évidemment. Ce qui est donc pas équitable du tout. Et donc les avancées, c'est aussi qu'elle avait demandé un retour aux visites médiatisées, alors même que j'en avais déjà fait pendant 1 an, qui se sont très bien passées et et en fait, donc elle a demandé de nouveau un retour aux visites médiatisées qui n'ont pas été, mises en place par le RFM, de la juridiction, concernée. Donc je ne vois plus mon fils depuis le mois d'août 2020. Fin août 2020, je n'ai pas revu mon fils et évidemment, je ne peux pas l'avoir au téléphone puisque son père ne décroche jamais le téléphone. Il a décroché 2 fois depuis le mois d'août. Donc et mon fils m'a réitéré les violences, donc effectivement, il ne veut plus, je pense que c'est pour ces raisons-là et à cause de la médiatisation qu'il ne veut plus répondre au téléphone. Tu m'avais dit en off que ce n'était pas un placement abusif, c'était un placement inversé. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui te découvrent un petit peu ton histoire? Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là aujourd'hui? Alors il est vrai qu'on m'a beaucoup vu militer, si on peut dire ce terme, du moins défendre les enfants qui sont placés abusivement par l'ASE. Parce qu'il y a quand même des placements qui sont, comme le disait d'ailleurs Sandrine Voll, il y a des placements qui sont quand même justifiés où les parents sont dangereux. Sauf que les parents, avec qui nous avons échangé, et qui ont des placements par l'ASE abusifs, ceux-là sont vraiment abusifs. Nous avons vu les dossiers, nous avons rencontré les parents. Dans mon cas, c'est un placement inversé, c'est-à-dire qu'il est j'ai découvert ce terme, hein, sur le tard. Effectivement, c'est un placement inversé puisque Néo est en garde chez son papa, donc il est en fait, c'est un placement qui est c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant est chez le parent malveillant. Voilà, mais il n'y a pas de notion d'ASE dedans, enfin, hormis les visites médiatisées qui sont, évidemment sous voilà, avec les services sociaux, enfin tous ces acteurs, si je puis dire, sociaux, voilà. Les visites médiatisées qui te concernent toi. Mais tu m'as dit aussi que ton ex n'avait pas de mesure d'AEMO. Alors effectivement, malgré le fait que j'ai pu porter plainte à plusieurs reprises pour les faits de violence, puisque j'ai été moi-même témoin et victime de ces violences,
et des violences effectivement, surtout sur mon fils. J'ai porté plainte, pas pour les miennes, hein. J'ai porté plainte pour celle concernant Néo, alors qu'il n'était qu'un bébé de 2 3 mois, qui a subi quand même des choses graves pour un bébé. Et en fait, et sur le grand-père, paternel, puisqu'il y aurait, alors je suis obligée de mettre au conditionnel, sinon on risque d'avoir des problèmes. Il y aurait eu des violences de la part du papa, et il y aurait eu, de l'exhibition sexuelle de la part, du grand-père paternel. Je suis malheureusement obligée d'être extrêmement prudente dans les mots que j'emploie. Quand je dis «il semblerait», vous vous doutez bien que j'en suis convaincue puisque j'ai été moi-même témoin. Par la suite, donc, j'ai porté plainte. Néo lui-même a réitéré les faits, en gendarmerie quand il a été en capacité de bien s'exprimer et de me le raconter sans que je lui mette aucune pression ou que je l'engage sur ce sujet. Et il s'est avéré que toutes les plaintes ont été malheureusement, classées sans suite. Pourtant, il a été reçu par les gendarmes qui ont fait une mesure spécifique qui concerne à mettre l'enfant dans des conditions entre guillemets reposantes et lui poser des questions afin d'essayer de comprendre les problèmes qu'il pouvait rencontrer. Oui, pour être honnête, la seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est d'avoir répété les questions. C'est-à-dire que Néo avait 3 ans et demi au moment où il a été interrogé par les gendarmes. Ce sont les gendarmes qui sont venus chez moi puisque j'ai refusé, sur leur conseil au 17, puisque j'étais en train de ramener, j'avais des droits de visite à la journée après les visites médiatisées. Donc, en fait, j'avais Néo de midi à 18 h les samedis. Seulement, il y avait un temps de trajet absolument indécent puisque Néo faisait 3 heures de route et moi 6. Et donc, il a été. Donc, j'ai appelé le 17 puisque monsieur, mon ex, me menaçait en fait d'être accueilli par les gendarmes lorsque j'arriverais. Donc, j'étais en voiture et j'ai téléphoné aux gendarmes. Ils m'ont assuré qu'ils ne se déplaceraient pas et qu'il fallait absolument que je fasse demi-tour pour protéger mon enfant. Et je n'avais parlé que de la supposée exhibition sexuelle du grand-père. Ils m'ont dit de faire demi-tour, de retourner dans ma gendarmerie, de faire une main courante. Et ensuite, le lendemain, les gendarmes sont venus. J'ai cru que. Donc, ils m'ont dit de ne pas le rendre, hein, et de ne pas céder le lendemain, évidemment. Et donc, les gendarmes sont venus le lendemain à mon domicile. J'ai cru qu'ils allaient me prendre Néo, et en fait, pas du tout. Ils ont été très sensibles et ils ont cru à notre histoire, bien évidemment, puisqu'elle est vraie. Et ils ont voulu auditionner Néo. Donc, il faut savoir que sur les petits comme ça, les auditions se passent comme une audition pour les adultes, donc c'est-à-dire écrit sur ordinateur et également filmé. Et les gendarmes, en fait, donc ils retracent évidemment la parole de l'enfant. Seulement, quand la parole de l'enfant est inexacte, ils mettent entre parenthèses faux. Et là, ce n'est pas ce qui a été fait puisque l'avocate qui était en charge du dossier m'a dit qu'il y avait nulle mention de ces annotations-là. Donc, en fait, ils ont cru Néo. C'est une procédure qui s'appelle une procédure Noémie de mémoire, non? Je me trompe. Tout à fait. Alors c'était à ce moment-là pas une procédure Noémie puisque, c'était un dimanche et il n'y avait dans les locaux, il faut savoir qu'il y en a pas tellement. Ce sont des psychologues apparemment, enfin des gendarmes spécialisés pour interroger alors je sais pas si c'est des psychologues ou c'est généralement des femmes qui sont spécialisées pour interroger les enfants. Et là, il n'y en avait pas, c'était un homme. Et Néo a été très impressionné par l'uniforme, évidemment, à son âge, et par les révélations qu'il m'a fait juste avant d'aller à la gendarmerie, où là, il a parlé des violences que papa, lui, aurait tapé dans les épaules avec des coups de poing, parce que Néo aurait touché aux prises électriques. Ce qui est, à mon sens, pas une grosse bêtise pour un enfant de son âge, mais enfin, qui n'est pas une bêtise du tout, hein, les enfants sont curieux. Et donc ce n'était pas une procédure Noémie, du coup, à ce moment-là. Par contre, il y aurait dû en avoir une. Seulement, la gendarmerie, du coup, de la juridiction de monsieur m'a rappelé, m'a envoyé littéralement sur les roses et m'a raccroché au nez en me disant qu'il n'y aurait pas de procédure Noémie, puisque j'avais influencé les propos de mon fils. Ah oui, lui, par contre, il a pas mis au conditionnel, hein, et que tout était faux et qu'en gros, mon fils était un menteur. Alors, il l'a pas dit comme ça, mais il a dit qu'il était trop petit. Donc trop petit pour qu'on le croie. Sauf que malheureusement, tout est vrai et rien n'est fait pour protéger l'enfant, pas même, comme tu disais si justement, heu,
pas de procédure AMO pour le papa, ce qui aurait été, la enfin, quand je dis la moindre des choses, le minimum qui aurait dû avoir lieu. La gendarmerie pourrait, connaître, éventuellement le grand-père de ton ex, hein, par rapport à son métier ou son ex-métier, en tout cas. Alors, on va le mettre au conditionnel, mais c'est effectivement très vrai. La gendarmerie, pas, la mienne, pas parce que moi je suis dans l'Hérault, voilà. Donc c'est pas la même gendarmerie. Par contre, la gendarmerie où est le papa, et le grand-père, effectivement, puisque moi je les ai vus, alors prendre l'apéro étant un bien grand mot, mais pendant midi, venir, rester avec eux. J'avais, garé la voiture plus bas et il y avait que 2 trajets, oui, qu'ils pouvaient emprunter et effectivement, ils sont repartis, assez longtemps après. Alors je dis l'apéro, j'extrapole, mais en tout cas, ils sont restés à discuter et moi je les ai vus, à d'autres moments, discuter avec eux et c'était très copain-copine, hein, très copain-copain. Le métier, n'exerce plus le grand-père? Non, ils n'exercent plus depuis c'est assez récent, hein, ça doit faire, bah, depuis qu'ils sont arrivés dans le sud, oui, ça fait peut-être, depuis 2010 bah, depuis la naissance de Néo, en fait, hein, un petit peu avant la naissance de Néo, donc un peu avant 2000 oui, je dirais 2017 ou 2016, je crois qu'il a arrêté. D'accord Seulement, il avait déjà des contacts avec eux, dans le sud, voilà. et son métier, c'était? C'était policier municipal gradé, puisqu'il était chef, alors je ne sais plus exactement son grade. En tout cas, il était chef du commissariat en région parisienne et mon papa le connaissait extrêmement bien puisque ne l'appréciait pas forcément à cette époque, puisque mon papa est aussi gradé, mais chez les sapeurs-pompiers. Alors pourquoi j'appuie sur le terme gradé, c'est pas du tout, par vantardise, c'est parce que quand il y avait des grosses interventions, ce sont les gradés qui prennent les décisions, de ce que j'ai pu en comprendre par le métier de mon père et que de ce fait, pour sécuriser les lieux, les sapeurs-pompiers ont besoin sur les accidents, bah, de la police pour sécuriser et donc quand ils voyaient, le père du père donc de mon ex, le grand-père, arriver, mon père, disait avec ses collègues: «Oh là là, c'est pas vrai, parce qu'il va encore nous faire des bêtises». Donc il n'était pas forcément, si vous voulez, apprécié dans son travail, voilà. D'accord. D'ailleurs, il a eu de multiples problèmes, enfin il aurait eu, hein, je remets au conditionnel, je suis désolée, de multiples problèmes et des procédures concernant des policières, de sa brigade. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est assez choquant. Donc Ah, mon père m'avait prévenu quand je me suis mis en relation avec, le père de mon fils c'était l'électricien, de la maison, c'était le nouvel électricien et en fait, mon père s'est rendu compte que c'était le fils d'un de ses collègues donc, policiers et m'avait prévenu que, bah, c'était une famille très dangereuse. Il l'a pas dit en ces termes-là, mais je vais éviter quand même de dire les termes qu'il a dit, hein, voilà, hein, il a parlé de folie, hein. Il a parlé de folie, il a parlé du grand-père étant, un grand passionné de la Seconde Guerre mondiale et qu'il détiendrait, mais moi je l'ai vu donc je sais que c'est vrai, de multiples armes à feu, entre 70 et 80, de ce qu'on m'en a dit, de ce que le père enfin le grand-père m'en a dit. qu'est-ce qui a mené alors au final au fait que tu ne vois pas ton fils? Alors, il faut savoir que la grand-mère a travaillé 42 ans dans les crèches et que, ben, elle aussi a été, mise à la retraite et en fait, a priori, elle n'aurait pas accepté, bah, disons de passer de l'activité à l'inactivité et quand j'ai été hospitalisée puisqu'au départ, il faut savoir quand même qu'il y a quand même un élément contre moi, c'est que j'ai fait une dépression à cause de monsieur, mais enfin, peu importe, j'ai fait une dépression quand même. Néo avait 9 mois et j'ai demandé, mon hospitalisation en clinique privée. Donc c'était de la psychiatrie évidemment, hein, la dépression c'est de la psychiatrie et donc elle s'est occupée de mon fils, de novembre 2017 jusqu'à janvier, courant janvier, 2018 et elle s'est accaparée mon fils sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire qu'elle me laissait la place quand je rentrais le week-end. Le problème, c'est que cette personne a 2 ans alors elle a 3 garçons et sur ces 3 fils, il y a le père de mon fils et il y en a un autre qui sont nés tous les 2 le 24 janvier, mais qui ne sont pas jumeaux et Néo est né le 24 janvier. Ce qui, selon ma psychologue de la maison de la justice et du droit, elle m'a dit qu'elle croyait que Néo était son fils.
Enfin, elle le croit dur comme fer et peut-être à cause de la date de naissance, peut-être à cause de plein de choses, parce qu'elle s'en est occupée, parce qu'elle voudrait rattraper des choses qu'elle n'a pas fait avec ses fils. Donc là, je relate ce que m'a dit la psychologue, hein. Mais D'accord. quand je lui ai dit: «Mais quand même, ce n'est pas possible de croire que c'est son fils. Elle peut pas en être intimement convaincue au fond d'elle, elle doit savoir que c'est son petit-fils». Elle m'a dit: «Oui, elle le sait au fond d'elle, mais que au fond d'elle». Le déclencheur au final, c'est une mésentente hein, avec ton ex hein, voilà, qui t'a occasionné une dépression. C'est cette dépression qui a été l'élément déclencheur malheureusement de la privation de ton fils. Alors oui, parce que nous vivions à l'époque en mobil-home puisque nous venions du Val d'Oise, donc le temps de s'implanter dans le sud, c'était pas facile. Bon, on a fait ce qu'on a pu, mais il y avait absolument tout le confort, hein, et donc quand j'ai déprimé et que je me suis fait hospitaliser, c'est aussi parce que tout reposait sur mes épaules. Monsieur travaillait, j'avais la pression de mes ex-beaux-parents pour trouver un logement. Seulement trouver un logement avec un double loyer, c'était très compliqué. Et donc c'est pour ça que j'ai déprimé aussi, hein, surtout même. Et donc je n'ai pas trouvé ce logement et on était à 6 jours, d'être mis entre guillemets «à la porte», même si c'était le gérant du camping était du domaine était un ami à eux. Et donc de ce fait, j'ai demandé, mon hospitalisation et lui est allé vivre chez ses parents qui donc venaient d'habiter dans le Gard. Et donc à partir de là, ils lui auraient monté la tête, d'après ce qu'il m'a dit, de toute façon. Ils lui donnaient beaucoup de travaux à faire alors qu'il avait déjà son travail, donc il travaillait en plus le soir jusqu'à des 22-23 heures et en partant au boulot à 6 heures, du matin le lendemain, plus le petit à gérer. Mais bon, la maman de mon ex prenait son rôle très à cœur, donc de ce côté-là, bon, ça pouvait encore, donc du coup et quand moi je suis rentrée, j'étais évidemment en convalescence et c'est monsieur qui n'allait pas bien, il a fait un burn-out qui a été attesté par un médecin psychiatre et donc il a été mis en arrêt de travail pendant 2 mois. Donc en fait, il m'a dit: «Je te quitte», sauf qu'il ne le pensait pas, il ne le voulait pas et il m'a quittée. Et alors dans un contexte où on était dans la maison de ses parents, ça a fait boule de neige incroyable entre ses parents, les miens, mais alors les miens étant beaucoup moins impliqués, puisque à distance déjà, et mes parents sont pas du genre à s'impliquer comme ça. Et ben nous en sommes arrivés à une séparation. Donc je suis retournée au mobil-home et monsieur a saisi la justice sur les conseils et l'argent de ses propres parents, pour avoir la garde de Néo évidemment. D'accord. Et ça, c'était C'était en deux en alors, c'était en 2010. Alors j'ai été hospitalisée fin 2017 et la séparation est arrivée en mars 2018 et j'ai été assignée au tribunal très peu de temps après. Il m'a assignée le premier. De toute façon, comme dans toutes les procédures, c'est toujours lui qui m'a assignée et ça, c'est arrivé en avril et donc nous sommes passés devant le JAF au début mai. Voilà, nous sommes passés devant le JAF au début mai, qui lui a tout de suite accordé la garde, mais enfin, le jugement était quand même assez prudent, c'est-à-dire qu'il laissait entrevoir une possibilité, ils m'ont mis en visite médiatisée. Par contre, je précise quand même qu'au moment où on s'est séparés et au moment où il a saisi le JAF, j'étais soignée et guérie de ma dépression. et après tu avais un travail, il avait un travail pour leur décision. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont préféré que ça soit le père qui ait la garde de ton fils? Alors, ils n'ont jamais parlé du travail, ils ont juste dit que monsieur travaillait dans la pause d'aire de jeu pour enfants. Alors là, c'était pas bon pour moi. Et moi, depuis qu'on était dans le sud, je ne travaillais pas et c'était un accord commun puisque, bon, déjà quand on arrive dans le sud pour trouver un travail, voilà. J'étais avec quelqu'un d'extrêmement jaloux et possessif qui ne voulait pas que je travaille. Quelque part, ça m'arrangeait bien parce que, on était dans le sud et que c'était compliqué et c'est surtout que, je m'étais dit après comme j'ai appris ma grossesse, assez rapidement, hem, oui, je suis tombée enceinte 1 an et demi après, hein, donc en fait, je me suis dit: je vais, être maman au foyer pour vraiment profiter de mon fils, pouvoir l'éduquer et que ça soit pas, quelqu'un d'autre, une nourrice ou la crèche qui l'éduque. Et ensuite, quand il ira à l'école, donc j'étais en train de faire un projet, ça s'appelle comme ça, Pôle emploi, pour, ensuite faire une formation en comptabilité pour pouvoir, une fois que Néo serait à l'école,
de pouvoir, retravailler. Seulement monsieur n'était pas, de cette alors il dit que c'est moi qui voulais pas travailler, qui est aussi vrai, mais seulement le temps où Néo était, bébé et petit. Donc et actuellement, je n'ai pas trouvé de travail parce qu'avec les procédures et les visites médiatisées qui tombent jamais le même jour, les mêmes heures et cetera, le patron de toute façon n'aurait pas accepté. C'est très justement ce que disait Karine Trapp, que pour retrouver un travail dans ces circonstances-là, c'est mission impossible. Ouais, il faut avoir la chance d'avoir un employeur souple. Là, pour le coup, très souple, oui. Lui-même, je précise qu'il n'a pas gardé son travail et j'ai pu constater dans l'expertise psychologique, là, récemment, en tout cas février et mars de cette année, il n'avait plus de travail. Alors il était en litige avec son patron, pour d'autres choses, mais aussi à cause des procédures en justice, puisqu'il fallait avoir du temps pour les visites médiatisées, parce que lui aussi, hein, il fallait qu'il se libère, et pour les audiences. Et donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui ont fait qu'il a perdu son travail. Alors il fallait qu'il ait du temps pour les visites médiatisées, mais l'enfant était chez lui. Alors l'enfant était chez lui, seulement c'est les grands-parents enfin la grand-mère surtout qui s'en occupait le plus. Alors les visites médiatisées, c'était beaucoup moins pénalisant pour lui puisque la plupart du temps, c'était les grands-parents qui emmenaient l'enfant et qui le ramenaient. Donc il n'y a pas forcément de perte d'emploi pour lui par rapport à une organisation de visite médiatisée, vu que c'était sa maman qui avait pris un rôle à cœur de mère, d'après ce que je comprends, quoi. Voilà, alors tu vois, grain de sable, c'est que j'ai encore été, gentille en disant que c'était probablement pour ça. Moi, je sais puisque j'ai revu, mon ex entre 2 et il s'est passé des choses, hein, voilà, je vais pas faire de dessin. Ce qui est là une toute, enfin, c'est carrément une mascarade parce que d'un côté, il dit au juge: «Oh madame, elle est pas bien, elle est pas gentille, elle est méchante avec moi», puis de l'autre côté, enfin bon, voilà, hein, en sortie de médiation, parce qu'on a eu aussi une médiation, voilà ce qu'il faisait, hein, enfin ce qu'on faisait. Parce que donc non, par contre, avec son patron, il était très, c'est quelqu'un de très impulsif. Donc effectivement, je sais pourquoi je raconte ça, c'est parce que intimement, il m'a expliqué les raisons qui ont fait qu'avec son patron, ça n'allait pas. Parce il considérait que son patron l'exploitait, ce qui par ailleurs était quand même vrai et donc il n'était pas forcément payé comme il, l'aurait dû l'être et puis il s'était blessé au travail aussi, donc il y a eu pas mal de choses et probablement des choses que je ne sais pas. Oui, c'est un choix légitime de sa part, quoi. Je veux dire, on a le droit, si ton patron t'exploite, c'est tout à fait normal qu'on ait envie de partir. Tout à fait, mais monsieur est quand même très impulsif et très, pas facile à vivre du tout, donc il y a peut-être un peu des 2 aussi. Même si je dois reconnaître que mon ex, pour le coup, avait en grosse partie raison, mais il y a sans doute des choses qu'on ne connaît pas et bon, c'est quelqu'un d'assez aussi, serait violent, hein, on va mettre comme ça. Mais donc voilà, très impulsif au point de pouvoir en devenir violent. Donc je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. À mon avis, il a été licencié, mais je dis encore une fois à mon avis, parce que là, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de sa rupture de contrat. Et donc la grève de la faim que tu as entamée avec Karine et que tu as été obligé de stopper pour des raisons familiales dont on ne va pas, donc on va pas évoquer parce que voilà, ça te regarde. Oui. Est-ce que cette grève de la faim, est-ce que la médiatisation qui a pu en suivre a joué en ta faveur ou en ta défaveur, d'après toi? Alors, nous, on a monté cette action avec Karine parce qu'on avait le même, alors on n'avait pas forcément les mêmes objectifs sur cette grève de la faim. Par contre, on avait, la même alors envie, c'est un bien grand mot, le même objectif de faire la grève de la faim. Donc du coup, on s'est associés, on l'a fait ensemble dans un but là stratégique, d'attirer les médias. Alors oui, j'ai fait, donc la grève de la faim avec Karine, il y a eu deux autres mamans qui étaient là aussi, dont je tairai le nom parce que je ne sais pas si elles sont d'accord pour qu'on dise leur nom. Et on avait énormément de gens qui passaient tout au long de la journée et donc on a eu dès le lendemain Midi Libre, qui est venu et ça a fait boule de neige. On a eu le journal télévisé de France 3, France Soir, Objectif Gare, enfin bon, on peut les retrouver très facilement sur internet en tapant «Maman grève de la faim Alès», on retrouve tout. Ils avaient- Tout ou presque. ils ont pas supprimé Et Midi Libre des parutions? si.
Si, Midi Libre nous a fait un sale coup, si on peut dire, ils ont alors nous, on l'a le journal, on l'a acheté, mais ils ont supprimé, sur internet, soi-disant un problème de serveur. Objectif Gare pareil, sauf que Objectif Gare c'est réapparu sur le web et pas Midi Libre. Donc il y a une volonté, peut-être est-ce dû au procureur de Nîmes, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est qu'une supposition évidemment, mais effectivement, l'article, vous ne pourrez pas le trouver sur internet. Ouais, j'ai cru comprendre que on avait demandé au rédacteur en chef de supprimer cet article et que la demande venait de haut. Ah, bah tu me l'apprends. Donc si ça venait de haut, c'est probablement le procureur, et là tu me l'apprends parce que je n'étais pas au courant que ça avait été demandé d'en haut. Ouais, c'est ma grève de la faim, je suis pas au courant de tout. Mais effectivement, j'ai dû arrêter au bout de 15 jours pour plusieurs raisons. Donc je vais quand même l'évoquer, mais très brièvement, sans tout dire. C'est que j'ai appris, alors j'étais en voiture, donc sans avoir mangé depuis 15 jours. Il fallait que je repasse à mon appartement, donc j'avais 2 heures de route, aller, voilà, pour, relever mon courrier puisque j'attendais effectivement les convocations aux expertises. Donc je ne pouvais pas, malgré la grève de la faim, me soustraire à ces choses-là, hein, sur mes procédures. Enfin, sur les procédures qu'on m'a obligée, à avoir. Et donc sur le trajet, j'ai reçu un appel, d'un membre de ma famille très, très proche qui m'a, donc je lui ai demandé s'il fallait que j'arrête la voiture, qu'il y avait un autre membre de ma famille, encore plus proche, donc très proche, on ne peut pas faire plus proche, en dehors de mon fils, qui était gravement malade. Donc j'ai commencé évidemment à m'angoisser. Alors j'avais pas mangé, hein, faut rappeler quand même que j'avais pas mangé, que j'étais en train de conduire, donc j'ai arrêté la voiture, dans un endroit qui était pas très sécuritaire en plus de ça, et c'est là que cette personne m'a dit, ce qui se passait. Donc une maladie, très grave qui concerne quelqu'un de très proche. Et donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai aussi découvert que la plainte de mon fils pour les violences était classée, et ça a fait trop, et j'ai manqué en fait de m'évanouir, dans la voiture. Heureusement que le docteur Labraise, le conjoint de Karine Trapp, m'a rappelé en fait, il a dû comprendre que c'était suffisamment grave. Il m'a rappelé, et heureusement, parce que j'ai failli m'évanouir en voiture et j'ai pas la tendance à m'évanouir. Donc c'était bon, on a convenu ensemble qu'il valait mieux mettre fin, enfin moi je lui ai fait part d'un désir qui était pas réellement un désir, mais d'une obligation pour ma part de mettre fin à cette grève avec beaucoup de regrets. Et bon, il a effectivement dit que voilà, hein, lui, il pouvait qu'accepter, hein, c'est sûr, hein, donc voilà, donc ça a été vu avec le médecin. Je suis désolée, du coup, je suis très émue parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'en plus des procédures, bah, il y a tout ça qui se greffe et c'est très dur à supporter, très Ouais. dur à endurer. Et donc j'ai arrêté cette grève, à contre-cœur, vraiment, parce que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais cette grève, c'était quelque chose de très douloureux sur le plan physique, parce que Karine m'avait prévenu que c'était très violent, parce que pour Karine Trapp, c'était la troisième grève, hein. Et psychologiquement, bah, évidemment, puisque c'est les procédures et on ressasse tout au long de la journée nos histoires. Seulement, donc ça, c'était très violent. Oui, physiquement, je peux dire que j'ai morflé, hein, vraiment, et je m'en suis toujours pas remise, hein, de la grève, hein, c'est très long. Ça met des mois et des mois. Donc j'ai encore les séquelles, si on peut dire. On Alors imaginez, Karine au bout de plus de 75 jours. peut souligner qu'elle y est encore et ouais, une très 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 grosse pensée pour Karine. Ah oui, une très grosse pensée pour elle. Nous sommes toujours en contact, parce que moi je considère que c'est mon amie, et je voulais ajouter que cette, grève, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh ben, c'était quelque chose de très douloureux, oui, bien sûr, c'est très violent, physiquement et mentalement, mais par contre, c'était une très belle aventure humaine. Je sais que ça va choquer des gens, que le fait que j'ai dit ça, mais et puis, le fait qu'on soit dans «l'action» entre guillemets, hein, et ben, selon les termes de madame Trapp, ça nous permet de ne pas sombrer aussi. Ça nous permet de continuer, de faire des choses pour nos enfants. Qu'on les voit ou pas, nous, on sait qu'on a fait des choses et qu'on a aidé des parents, et qu'on s'est aidé nous-mêmes d'ailleurs en aidant les autres.
Moralement, c'est également réconfortant entre guillemets, hein. J'ai eu d'autres témoignages de d'autres personnes qui ont fait des grèves de la faim, d'autres mamans qui ont fait des grèves de la faim et qui m'ont dit que elles avaient croisé beaucoup de personnes pendant ces périodes-là, des personnes attentionnées, elles avaient pu créer des liens et que côté cœur et émotionnel, c'était des belles expériences. Franchement, encore une fois, je vais peut-être choquer. Moi, je suis partie en Amérique du Nord, c'était une très belle expérience, mais celle-ci, au niveau humain, au niveau humanité, on a rencontré alors on a eu quelques trolls, hein, sur, les réseaux, mais en dehors de ça, c'était une infime poignée. En dehors de ça, nous avons eu des gens qui pleuraient avec nous, enfin qui pleuraient, même avant nous, des gens qui nous ont apporté des fleurs avec, en marquant force et honneur. C'est pour ça que sur les réseaux, je marque beaucoup: «On ne lâchera rien, on ne lâche rien, force et honneur». C'est à cause des gens qui nous ont témoigné tellement d'amour et on peut parler d'amour et de sympathie et d'empathie. C'est même plus que de l'empathie, on a eu une dame âgée qui est venue, sur un rassemblement, et qui a demandé au docteur Labresse si elle pouvait lire un petit message qu'elle avait écrit et je l'ai avec moi. Voilà et elle a été extrêmement émouvante cette dame. On a eu aussi une dame qui nous a apporté des roses blanches, d'autres qui nous ont apporté des compositions florales. Alors ce sont je parle de cadeaux, mais évidemment ce n'est pas ça le plus im il y en a qui nous ont apporté une fois à manger. Alors là, on a rigolé, on a dit qu'on ne pouvait pas. Mais par contre, ce qui était bien plus réconfortant, c'était les mots qu'ils nous adressaient et les courriers qu'ils ont pu adresser pour nous et le fait de nous prendre dans les bras, de pleurer avec nous et ben, c'était une aventure. Je regrette ce temps parce que, beh, voilà, on était extrêmement soutenus. C'est une aventure humaine, comme j'en ai jamais vécu d'autres et pourtant j'en ai vécu d'autres, mais ce n'était pas à ce point-là. C'est que là, on a vraiment vu que les gens étaient très très touchés et même des gens qui ne vivaient pas ce genre d'expérience, ce genre d'épreuve, qui D'accord. n'avaient pas d'enfants, placés ou en placement inversé, qui n'étaient pas exclus parentalement, qui a même des gens qui n'avaient pas d'enfants et qui sont venus, nous témoigner énormément et moi je parle d'amour, parce que c'est de l'amour en fait. Enfin de l'amour, au sens, bon, on a compris, hein, mais et ces personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, sont toujours là. Des gens qui ont de l'humanité, quoi. Ah oui, énormément, j'avais jamais vu autant de solidarité, que ça. D'accord. Et donc au jour d'aujourd'hui, alors tu en es où dans ce combat? Je crois que qu'on va pouvoir parler de quelque chose qui t'a fait un peu bondir dernièrement. Alors oui, je voulais juste ajouter, si tu me le permets, qu'il y a une volonté, et j'en suis convaincue et on le voit depuis le début, une volonté délibérée de la famille de mon ex. Je dis bien la famille puisque c'est eux 3 ensemble et peut-être même plus largement, mais enfin, bon, d'éloigner et ça c'est très important pour moi que de le dire, il y a une volonté délibérée d'éloigner Néo non pas de sa mère, enfin non pas que de sa mère, mais de l'éloigner maintenant plus largement à toute la famille maternelle. C'est-à-dire que Néo avait parfois, à de très rares occasions, des contacts, avec ma mère, puisque ma mère faisait l'effort de faire les presque 800 kilomètres pour venir voir son petit-fils, ne serait-ce que 2 heures chez les grands-parents, ou une fois elle l'a vu chez moi aussi et il l'a laissé et c'est très gentil à lui, nous le remercions une nuit, donc une nuit donc une journée et demie on va dire. Mais par contre, ma mère envoie, des colis pour, son anniversaire, pour son Noël. Elle appelle, de temps en temps pour prendre des nouvelles, sauf que depuis le mois de janvier, donc elle a envoyé un deuxième colis puisque Néo est né au mois de janvier, donc Noël et janvier. Elle avait dit, à Néo, que Mamoun, parce que Néo l'appelle Mamoun, le rappellerait et qu'il fallait qu'elle dise à papa, bon voilà, qu'elle allait rappeler et puis bon. Et ce qui s'est passé, c'est que le papa évidemment est toujours à côté du téléphone, mais en même temps c'est un peu logique puisque Néo, venait d'avoir 4 ans et puis qu'il surveille tout. Et donc, ma mère n'a jamais eu ah oui, elle demandait à ce que le papa, dise bien qu'il ait reçu le colis. Parce que ma mère, s'inquiétait, voilà, éventuellement que les colis puissent se perdre, ça arrive.
Et ma mère, à ce jour, à cette date-là d'aujourd'hui, n'a toujours donc on est quand même au mi-mai, n'a toujours pas, reçu, le moindre texto lui disant que le colis était bien arrivé, que Néo avait bien reçu ses jouets, et elle n'a même pas pu entendre la voix de son petit-fils. Donc il y a une volonté, délibérée puisque Néo n'a par ailleurs aucun contact avec les autres membres de ma famille. Les seuls contacts qu'il avait, c'était moi, qui prenais sur mon temps soit de visite médiatisée, soit de garde à la journée, si on peut dire ça comme ça, sur les quelques heures que je pouvais avoir, qui faisait téléphoner à ma sœur. Donc il était ravi. En fait, Néo est très famille, il adore parler à sa famille maternelle et seulement, il est privé de cela. Mais c'est une volonté délibérée, hein, tout est fait pour qu'on soit écarté de sa vie. Comme dans les placements abusifs, donc là, pour le coup, je reparle de placements abusifs, comme dans les placements abusifs, avec des témoignages où on entend que tout est fait par l'AS et les différentes associations pour briser le lien familial. Et dans ce qui te concerne, donc, c'est pour s'accaparer complètement Néo et qu'il y ait plus de relation côté de ton côté, quoi, en gros, quoi. Néo, en fait, parle de plus en plus et c'est un grand bavard comme sa maman, donc évidemment, il pourrait éventuellement, et ça a déjà été le cas, exprimer son souhait, de voir sa famille maternelle et exprimer, le fait qu'il ne veut plus parce qu'il dit qu'il ne veut plus être chez son père. Il avait une trouille pas possible, il me disait: «Maman, tu me ramènes pas chez papa, moi j'ai peur, moi j'ai peur». Bon, voilà, je voyais mon fils se tordre de douleur, il avait mal au ventre parce qu'il était très stressé à l'idée de retourner chez son père. Pendant les 5 jours où je l'ai gardé illégalement sur les conseils de la gendarmerie et de la directrice de la PMI, à plusieurs reprises, je ne voulais pas garder mon fils, je voulais pas être égoïste. Donc je lui ai dit que tu veux que maman te ramène chez papa. Et en fait, je faisais pire que mieux parce que le petit se mettait dans un état de terreur. Je dis bien de terreur. Et ça, il y a de multiples attestations de ma famille, puisque Néo est comme sa maman sur ce point. Il discute beaucoup au téléphone aussi, donc et comme il s'exprime très bien, et ben, il répétait, donc à sa famille, à ma famille, que, il ne voulait pas aller chez papa, qu'il avait peur, que papa, il était méchant, enfin bon. Donc oui, tu fais bien de rappeler que l'ASE, en fait, c'est exactement la même chose. Nous, on a remarqué dans les dossiers, en discutant avec les parents, qu'on avait des jugements très similaires, que ce soit au JAF ou au juge des enfants, donc par rapport à l'ASE. On avait, on avait même des fois mot pour mot, les jugements copier-coller mot pour mot. Donc en fait, quand nous, on milite enfin on milite pacifiquement, hein, on dénonce les méfaits, les dysfonctionnements plutôt de l'ASE et des JAF, c'est pas pour rien parce que tout est imbriqué en fait. Et c'est ce que Sandrine Voll expliquait, de ce que j'ai pu en entendre. Tout s'emboîte, comme elle avait fait le tableau et que tu as repris son tableau, c'est exactement ça, du peu que j'en sais de l'ASE. Et j'en sais quand même quelque chose puisque j'ai fait une formation, enfin, j'avais débuté une formation d'assistante sociale et je suis partie en courant. Donc j'avais quand même réussi mon concours et tout, et je suis partie en courant en 2012 à cause de ça, puisque j'avais commencé à voir en petite partie les dysfonctionnements de l'ASE et le fait d'aller arracher des enfants à leurs parents, qu'il y ait un motif ou pas. Parce que il n'y a pas de motif des fois. D'accord. Et donc dernièrement, ce qui t'a fait un petit peu grincer ou beaucoup grincer des dents, c'est un bilan. Alors, grincer des dents, le mot est faible. Alors non seulement j'ai grincé des dents, j'ai été extrêmement choquée, anéantie, en fait, je suis passée par tous les alors là, on pourrait peut-être dire que je suis très instable émotionnellement, mais là, pour le coup, un rapport d'expertise psychologique qui a été réalisé donc par une soi-disant experte, enfin, c'est une experte psychologue, hein. Oui, il m'a fait bondir. Il m'a fait bondir parce que là, pour le coup, il y a énormément de mensonges, de part et d'autre, donc de monsieur et de cette dame. Donc je ne voudrais pas critiquer, mais malheureusement, c'est critiquable. Et je suis atterrée parce que à cause de ça, on sait très bien que l'audience du 8, je vais non pas avoir un juge sur le dos, mais 3, puisque c'est une audience en collégial, je le répète. Donc je vais me faire, excusez-moi du terme, démolir, voilà. Cette expertise à elle toute seule, mon avocate, l'expertise psychiatrique qui était pas très bonne, on a trouvé la stratégie en disant qu'elle était de toute façon bonne, mais celle-là, j'en parlerai pas parce que, en comparaison de celle-ci, rien à voir, rien à voir du tout, hein.
Là, on frôle non seulement le ridicule, mais l'incompétence à tous les niveaux et surtout le mensonge et pour moi, je dis bien pour moi, c'est volontaire de faire ça. À la limite, excuse-moi, je te coupe. À la limite, c'est un faux, quoi. Pour moi, ah bah, de toute façon, je te le dis, grain de sable, ça va pas en rester là, hein. Je vais demander la nullité de cette expertise. Je vais porter plainte pour, faux en écriture et je vais écrire au conseil de l'ordre des psychologues parce que là, c'est du délire. Non, mais c'est du délire, en fait. J'accepte la publication de ces documents, en cachant évidemment les noms, sinon on risquerait d'être attaqué, mais de faire ça de façon propre, c'est absolument, moi j'ai répertorié ce qui est faux et ce qui est vrai et ce qui est vrai, mais qui parce qu'en fait, elle coupe la moitié de mes phrases, donc forcément, on peut faire dire ce qu'on veut. Voilà, donc c'est, du grand pour moi, c'est un grand délire, en fait et alors évidemment, je rappelle encore une fois que monsieur, donc il a eu 3 rendez-vous et dont un avec notre fils et que de ce fait, moi, j'en ai eu 2 et que moi, elle ne m'a pas vue avec mon fils. Donc c'est beaucoup plus facile pour elle de dire: «Ah, le petit, il est bien avec son papa, ceci, cela», puisque de se ranger pour moi, c'est une volonté de se ranger du côté du juge, uniquement pour garder sa place d'expert. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je pense et je suis malheureusement pas la seule, maman ou papa, parce qu'on a aussi des papas qui sont moins nombreux à se manifester. Mais en attendant, il y a en fait, on a des similitudes dans nos dossiers et ça en fait partie. Donc pour cette expertise, elle t'a fait passer elle vous a fait passer un test TAT. Donc je mettrai des liens dans le descriptif, voire je vais faire passer quelques éléments en visuel pendant notre conversation. C'est un test où on montre des images et les personnes doivent raconter des histoires. Donc il y a certaines images qui sont à montrer uniquement pour les enfants, certaines images qui sont à montrer uniquement pour les femmes et certaines images qui sont uniquement à montrer pour les hommes et dans un ordre bien précis. euh, Pendant que la personne réfléchit aux sensations que lui évoquent les images, la personne qui fait cette analyse doit chronométrer le temps de réponse. Je vous laisserai découvrir dans les liens. Et donc par rapport à cette expertise TAT et tout le reste, elle en a tiré des conclusions donc qui te font, voilà, qui te mettent hors de toi, comme tu dis, vu que tu veux demander la nullité de cette expertise. Alors cette expertise, ce sont des entretiens qu'elle a eus, donc à 2 rendez-vous avec moi et 3 avec lui et à l'intérieur, elle a fait effectivement ces tests TAT qui sont les gens pourront voir que ce sont des images et effectivement, il faut raconter, ce que l'on voit sur les images. Alors pour quelqu'un qui a pas d'imagination comme moi j'ai trouvé ça ridicule comme test honnêtement, hein. Je voyais pas en fait ce qu'on pouvait tirer. Alors elle m'a expliqué, je crois, que c'était pour, déterminer la personnalité de chacun. Je vois pas ce qu'elle peut tirer de ma personnalité avec des images, comme ça. En plus, c'était pas des moi je trouvais que les images étaient moches, mais bon, c'est mon point de vue encore une fois. Et donc, comme je le soulignais tout à l'heure en off, quand on regarde un peu tout ce qui se dit sur ces expertises TAT, ils prennent très souvent en référence Freud. Donc, je vous laisse vous faire votre opinion par rapport à ce monsieur qu'on pourrait dire un peu dérangé. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte puisque dans ses conclusions, bon alors ça c'est pas le plus important en fait, les trucs TAT parce que, moi je les ai lus mais, bon, c'est en fait oui, elle parle d'épreuves projectives du TAT. Ça veut dire thématique à perception test. Donc on a accepté tous les 2. Mais alors et j'aurais dû me rendre compte que c'était freudien puisqu'elle parle de projection oedipienne. Donc j'aurais dû m'en rendre compte que c'était ça, mais je m'en suis pas rendu compte, c'est toi qui me l'as appris. Bah, tu regarderas les liens avec les images, les clichés, enfin ce que je viens de dire précédemment. Voilà, il y a des images qui sont spécialement dédiées aux enfants, aux femmes et aux hommes, et voilà, c'est volontairement pour les emmener sur des réflexions bien précises et oui, très freudiennes. Et derrière ça, ils en tirent le bilan. Et donc moi, j'ai recherché justement les dérives, hein. Les dérives du TAT, j'en ai pas forcément trouvé.
mais c'était essentiellement ma recherche. J'ai souvent l'impression qu'on veut emmener les gens là où on veut les emmener de toute façon, et on le voit bien aujourd'hui avec les histoires de couillonavirus. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Alors malheureusement, il y a beaucoup à en dire, donc je t'autorise évidemment la diffusion de ces documents sur là où il y aurait le plus d'annotations, mais alors c'est assez corsé, tu verras. Donc en jaune, j'ai noté ce qui était plus ou moins vrai, sans que ce soit exactement ce que j'ai pu dire, ou que ce soit extrêmement vrai dans l'absolu, puisqu'elle a coupé mes phrases en deux. Et en orange, donc il y a des annotations aussi, et en orange, ce qui est entièrement faux et sorti du chapeau, si on peut dire. Soit faux parce qu'elle s'est trompée, volontairement ou involontairement, soit inversé, soit oui, complètement inventé. Est-ce que tu peux nous lire ces annotations que tu as stabilotées? Ça risque d'être long, hein. Alors, quelques-unes, bah, les plus frappantes, quoi, celles qui sont stabilotées en rouge. Elles sont toutes frappantes. Alors, dans ce qui est faux, donc bon, elle dit que monsieur ne travaille pas actuellement, donc bon, ça c'est vrai. Elle dit que madame lui aurait dit, donc à monsieur, qu'elle allait chercher tous les vices de procédure pour stopper toutes les expertises. On voit bien que c'est impossible et que c'est faux, puisque je n'ai pas le pouvoir de stopper les expertises, puisqu'elles ont été ordonnées par un juge. Donc déjà, non. Par contre, oui, j'avais parlé d'un vice de procédure, puisque le précédent jugement avait été fait par une auditrice de justice et 2 avocats sur 4 m'ont dit que c'était un vice de procédure. Mais bon, bref. Parce que c'est elle qui a mené les débats, l'étudiante. Bon. Ensuite, elle dit que je suis extrêmement instable. Alors, je pense que tous les gens qui m'ont vu sur la grève de la faim pourront effectivement dire que c'est faux. Elle peut dire, par exemple, voilà, donc elle cite quelque chose que j'aurais dit et je peux t'assurer que je n'ai pas dit ça, et pour une simple raison d'ailleurs. Je vais faire mon possible pour que Néo soit auprès de Dieu. Donc en gros, je voulais assassiner mon fils. Moi, j'entends cette phrase comme ça. Seulement, j'ai jamais dit cette phrase-là. Parce que je mêle pas Néo à Dieu, enfin, j'ai aucun intérêt à faire ça, déjà. Donc ça, c'est tiré de son imaginaire, là, complètement, hein. Ensuite, elle dit que j'ai fait une tentative de suicide, alors que moi, je lui ai jamais dit avoir fait une tentative de suicide. Donc ça, elle reprend les termes de monsieur. Ah oui, c'est l'expertise de monsieur, donc évidemment, c'est ce que monsieur a rapporté. Alors que leur fils était dans leur lit. Non, je n'ai pas fait de tentative de suicide. Par ailleurs, comme je l'ai expliqué, j'ai fait une dépression, donc effectivement, j'avais un traitement antidépresseur et anxiolytique. Et effectivement, j'ai doublé la dose. Bon, mais c'était pas une tentative de suicide, je n'avais pas l'envie de mourir. Elle a été hospitalisée durant 4 mois et demi. C'est faux, j'ai été hospitalisée de courant novembre à courant janvier. Donc bon, ça fait un peu beaucoup là. Ensuite, donc il dit que Néo n'a pas vu sa maman depuis septembre, et que j'accuse monsieur de le battre et le grand-père paternel de faire des trucs sexuels. Bon, bon ça c'est vrai, je l'ai dit. Sauf que il a oublié de préciser que c'était sur les conseils de la gendarmerie. Et donc ça, par contre, je vais revenir sur le fait que Néo ait été entendu par les gendarmes, et ils ont noté qu'effectivement, il y avait des suspicions, enfin, il y a des choses pas nettes de ce côté-là, en tout cas. Ah tout à fait, Néo a tout réitéré et en plus de ça, ce sont les gendarmes qui ont demandé l'audition, pas nous. Moi, j'y suis pas allée pour porter plainte, j'y suis allée pour faire une main courante en disant que je ramenais pas le petit chez son père, puisque la gendarmerie au 17 m'avait dit de pas le faire. Donc en réalité, c'est eux qui sont venus nous chercher pour faire cette audition. D'accord. Et ça, par contre, ça a été balayé par la justice. Ça a été balayé puisque ça a été classé sans suite au mois de mars. Là, au mois de mars de cette année. Donc le rapport de la gendarmerie a été classé sans suite. En gros, voilà. Tout à fait, j'aurais voulu, te le donner. Le problème, c'est que l'avocate était en train d'essayer de le récupérer. Je ne sais pas si elle l'a eu. Mais bon, effectivement, on voit bien que Néo, répète, ce qu'il m'avait dit, hein. Et donc avec toutes ces accusations te concernant, histoire de bien se ranger du côté du papa, qu'est-ce que tu envisages pour la suite?
Ce que j'envisage, alors moi, je veux arrêter les procédures. Déjà, j'en ai jamais lancé. Enfin, j'en ai lancé, mais après lui. La seule chose que j'ai lancée de mon initiative, c'est la cour d'appel. Ah oui, c'est très important ça. Une cour d'appel là sur le dernier jugement donc de décembre qui a eu lieu donc en octobre, mais le verdict a eu lieu au mois de décembre 2020. On m'a retiré l'exercice de mon autorité parentale, ce qui est très grave, hein, pour, alors les raisons évoquées, parce que j'ai soi-disant non représenté mon fils et par ailleurs j'ai fait une garde à vue pour ça, alors que c'est la gendarmerie qui m'avait dit de pas le rendre, mais la police nationale m'a mis en garde à vue et aussi parce que j'ai eu mon papa qui a été, hospitalisé. Il a fait une intervention chirurgicale très, délicate. D'ailleurs, il a failli mourir puisqu'il a fait un emphysème à la suite, enfin il y a eu une complication chirurgicale et donc de ce fait, je suis remontée en Île-de-France aussi pour fuir les menaces, du père de mon fils. Malheureusement, je n'ai pas de preuves puisqu'il a toujours été malin pour pas laisser de traces. Donc j'étais menacée, j'étais affaiblie par tout cela et je n'avais plus de voiture. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y avait les visites à la journée qui se mettaient en place et de l'Hérault aux gares, malheureusement, il n'y a pas de transport pour aller chez lui. Donc ma voiture partant à la casse, je pouvais pas appliquer mon droit de visite. Donc tout ça, ça m'a affaiblie. Je suis remontée aussi pour mon papa et ensuite, il y a eu le confinement, hein. Donc j'aurais pu redescendre, mais bon, mon père étant sapeur-pompier et ma sœur travaillant maintenant dans le service covid en tant qu'infirmière, ma mère n'était pas trop d'accord pour que je redescende, pour pas faire courir de risques avec ce corona, circus, ce coronavirus. Pour ce qui est de la non-présentation, côté ton ex, j'ai cru comprendre qu'il y en avait eu aussi. Ah oui, pardon. Ah j'ai oublié ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'après à la suite de ça, donc j'avais toujours mes droits de visite à la journée. Et il y a eu à peu près une dizaine de plaintes que j'ai dû faire, donc tous les samedis, hein, parce que, j'allais là-bas et je n'avais aucune nouvelle. Donc en fait, je faisais 1 heure et demie de route aller, 1 heure et demie de route retour, tous les samedis, parce que, il me laissait pas le petit, il répondait pas au téléphone. Donc lui, par contre, il a le droit de faire des non-représentations d'enfants et n'avoir aucune conséquence vis-à-vis ni de la justice, ni de la gendarmerie, ni aucune garde à vue. Moi, il suffit d'une fois pour des vraies raisons, par contre, là, de suspicion de violence, on va dire suspicion. Et là, moi, par contre, je me fais mettre en garde à vue. Donc il y a quand même un gros problème là, hein. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ces plaintes et de toute façon, si j'ai pas de nouvelles, c'est que c'est classé. Enfin, probablement. Comme toujours, quoi, hein, on enterre ce qu'on veut bien enterrer, on parle de ceux qu'on veut bien parler, et c'est toujours la même chose. Le contradictoire, il n'y en a pas, et c'est très difficile pour les victimes de se faire entendre à partir du moment où il y a un parti pris pour l'un ou pour l'autre. Oui, et alors il faut savoir, parce que là, dans l'expertise, je vois que il a dit qu'il n'est pas là pour enfoncer madame, mais qu'elle l'attaque en permanence car elle dépose des plaintes continuellement. Là, c'était pour les non-représentations, donc j'avais pas le choix, puisque c'était sur les conseils de mon avocate, tout en disant à monsieur qu'il est en guerre. Alors oui, j'ai dit à monsieur que, alors je sais pas si j'ai utilisé ce mot-là. J'ai dit que par contre, j'ai des preuves où j'ai envoyé plusieurs textos et des mails où je lui demande de faire la paix dans l'intérêt de notre fils. Donc, et c'est lui qui attaque en déposant des plaintes, puisque la dernière en date, du moins, j'ai été convoquée à la gendarmerie très récemment pour une plainte pour diffamation, puisqu'il est vrai, là, pour le coup, que j'avais cité son nom par erreur dans une vidéo avant la grève de la faim, puisqu'on faisait des manifestations. Et j'ai pas, voilà, enfin, pas fait attention, si, mais bon. J'ai retiré cette vidéo parce que je savais que je pouvais avoir des problèmes et que c'est vrai que c'était pas très loyal et c'était pas bien d'avoir fait ça. Donc j'ai pris conscience de mon erreur, j'ai retiré cette vidéo, mais il n'empêche qu'il a déposé plainte, tout comme il a fait un renseignement judiciaire ou une plainte au magazine Ricochet. Et Ricochet étant tout petit, ils m'ont fait modifier mon témoignage. Et après, ils menaçaient de porter plainte pour diffamation de partout. Et il a par ailleurs dit que sur les réseaux et sur les médias, et toi tu pourras attester que là, pour le coup, ce n'est pas vrai, du moins pour ta part, que j'ai donné, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, bon tout ça quoi. Peut-être dans le but de lui faire casser la figure, sauf que si je veux la paix, c'est pas pour le castagner quoi. Oui. Donc je comprends vraiment pas pourquoi, il y a un acharnement comme ça. Et C'est-à-dire que lui, il m'a expliqué, hein, que parce qu'à un moment quand j'étais chez mes parents, je lui ai dit: «J'arrête tout» et il était pas du tout content.
Il m'a dit: «Beh, Laura, c'est ton fils quand même, il faut y aller là, il faut continuer là», en gros la bagarre quoi. Lui, il veut de la bagarre. Il veut que je garde mon attention là-dessus et ça ne lui plairait pas si j'arrêtais tout et que je renonçais, hein, parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire à part renoncer? Puisque comme le disait, Karine Trapp, elle en est arrivée à un moment où elle n'avait plus d'issue et moi, ce moment arrive le 8 juin où après cela, je n'ai plus d'issue parce que ces expertises, celle-là notamment, va me coller à la peau pendant des années. Donc j'en arrive au même stade que Karine où je n'ai plus d'issue actuelle, enfin là, à partir du 8 juin, après le verdict. D'accord. Tu nous tiendras informés de ce que ça va donner? Oui, oui, tout à fait. Après, j'avais pas fini avec l'expertise, mais à moins que toi, tu mettes les documents, on pourra voir, toutes les cruautés qu'il peut dire à mon sujet, toutes les horreurs. Par ailleurs, je voulais quand même dire que monsieur déclare à posséder 2 armes à feu déclarées. Alors déjà, c'est pas possible puisque, si elles sont déclarées, elles sont normalement déclarées par son propre père à lui, donc le grand-père. Mais bon, donc il dit que monsieur, donc elle dit, cette dame, hein, monsieur me confirme qu'il a d'ailleurs chez lui 2 armes déclarées. Alors qu'elles soient déclarées ou pas, je regrette, mais pourquoi il aurait besoin d'armes à feu chez lui, tout en ayant un enfant en bas âge très curieux et je sais pertinemment, puisque j'ai été chez lui, qu'il n'y a pas d'armoire pour ranger, je ne sais pas si tu vois les armoires en fer pour ranger les armes à feu. Donc pour moi, quelqu'un d'équilibré n'a absolument pas besoin d'armes à feu. Je ne veux pas critiquer cela, mais le dire, bon. Donc monsieur était aussi très anxieux par rapport à la grève de la faim à cause des réseaux, enfin des médias et cetera et il explique aussi qu'il a, voilà, il a été arrêté plus jeune pour consommation de substances illicites, entre parenthèses cannabis. Bon, c'est pas trop le problème, hein. Sauf que moi, je le dis, puisqu'il me l'a dit lui-même. J'ai dit à mon ex, oh, ben tu sais, c'est pas si grave. Bon, c'est pas si grave. Il m'a dit, non, mais j'étais un vrai délinquant. Ouais, ce sont ces termes, hein. J'étais un vrai délinquant, j'étais en garde à vue tous les 4 matins et j'ai un casier judiciaire assez lourd. Parce qu'il n'y a pas eu que la consommation, en fait, il était, selon ses dires, il était trafiquant de stupéfiants. Donc il dit qu'il a eu un rappel à la loi, oui, peut-être au début, assorti d'un retrait de permis. Ça, c'est vrai. Il a eu aussi, et ça, il l'a pas dit, un suivi psychologique avec des analyses d'urine. Et il y a eu un jugement et une condamnation pour trafic de stupéfiants. Il a même été recherché par hélicoptère, hein, alors qu'il était à moto. Non, mais c'est pour dire à quel point il a minimisé les choses. Et madame, l'experte psychologue, qui dira, je sais pas où, ça c'est après l'épreuve TAT d'ailleurs, selon c'est dommage parce que je voudrais reprendre ces termes, donc je vais voir si je le retrouve rapidement, mais elle dira que oui, bon, ça c'est voilà, elle dit qu'il est névrotique, mais bon, ça pose pas de problème non plus. Voilà, monsieur présente un fonctionnement psychique équilibré et elle le dit à un moment donné qu'il est stable. Voilà, il est stable, et voilà, monsieur est un papa totalement investi auprès de son fils. Il s'agit de quelqu'un de stable et équilibré. Alors avec les armes à feu, les trafics de stupéfiants, la consommation et puis bon, les violences que je dis, et le fait qu'il n'ait plus de travail, voilà ce qu'elle dit. Qui est aujourd'hui simplement épuisé, et ça c'est de ma faute évidemment, par les comportements instables et répétitifs de madame. Donc en fait, elle s'est basée uniquement sur ce que lui a dit à ce moment-là. Par ailleurs, je souligne que Néo, il a alors, il est alors accompagné de son fils Néo, âgé de 4 ans à ma demande, donc de l'experte. Je fais le lien avec Néo parce que Néo, ne semble pas être trop impacté, bien qu'il réclame sa maman. Parce que bon, les 2 fois que je l'ai eu au téléphone, il me réclamait, hein. Il ne présente aucune angoisse et il est à l'aise dans l'échange sans être trop extraverti. Tout le temps de la discussion entre son papa et moi, il fera le dessin d'un bonhomme à ma demande. Alors déjà, pourquoi elle lui demande de faire un bonhomme? Un bonhomme, c'est masculin. Donc déjà, je suis pas d'accord avec ça, mais enfin bon. Les traits sont à peine appuyés, indiquant un léger repli et une certaine timidité. Alors déjà, parce que les traits sont à peine appuyés, ça indique ça. Néo n'est pas du tout timide, alors pas à ma connaissance. Léger repli, ben, ça peut se comprendre, mais alors parce que les traits sont à peine appuyés, on peut dire ça. C'est peut-être tout simplement que ses stylos marchaient pas bien, hein, je ne sais pas. Enfin, mais le bonhomme prend une forme adaptée pour son âge, n'indiquant pas un retard particulier. Et c'est là où ça devient intéressant. Les couleurs choisies sont plutôt dans le registre de la tristesse. Même si en fin de dessin, je vois apparaître des traits très plus marqués, c'est pas français,
dans des couleurs plus vives. Alors j'ai un dessin là actuellement, grain de sable, qui est affiché sur mon frigo, qui est une peinture de mon fils réalisée au mois de août quand je l'ai gardé avec moi. Il y a juste une étoile noire. Tout le reste, c'est des couleurs. Et c'est pas à peine appuyé. Bon, il y a des moments où c'est à peine appuyé, mais c'est quand même appuyé. Bon, c'est de la peinture, cela dit. Les couleurs sont très vives. Il y a du jaune, du rouge, du bleu, du orange, du rose, du violet. Enfin bon, il y a toutes les couleurs. Donc c'est bizarre parce que avec elle et avec son papa, il fait des couleurs tristes. Et avec sa maman, et je peux te dire que j'en ai plein de dessins de mon fils que j'ai fait qui ont été réalisés bien avant en visite médiatisée. Et c'est des dessins assez joyeux. Alors d'un enfant à l'époque qui avait 2 ans. Mais enfin, là, il avait 3 ans et demi, et c'est quelques mois avant l'expertise, il faisait des dessins joyeux. Et là, il fait des dessins avec des couleurs tristes. Ce qui dénote, alors moi aussi je vais faire de l'extrapolation comme elle, pour moi, les couleurs choisies sont plutôt dans le registre de la tristesse, ce qui indique clairement que l'enfant est triste ou n'est pas complètement, comment on peut dire, n'est pas complètement abouti, enfin n'est pas heureux. N'a pas la chance d'avoir sa maman, peut-être, tout simplement. Mais qu'on me dise pas, et c'est ce qu'elle dit dans cette expertise, qu'en gros, il n'a pas besoin de sa mère, que sa mère ne lui manque pas. Elle le sous-entend. Et je regrette, mais on pourrait contester Freud, mais il n'y a pas eu que Freud, et il y a de nombreux psychologues, professionnels de la petite enfance qui ont dit qu'un enfant sans sa maman, c'est extrêmement grave. Alors des fois, bon ben, il y a des décès évidemment, sauf que moi je ne suis pas décédée, donc ça laisse des séquelles. Alors ça dépend des enfants. Il y en a, ça va se voir tout de suite. D'autres, ça va être à l'adolescence, et d'autres, ça sera même à l'âge adulte. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ces professionnels-là sont tous d'accord pour dire que, au niveau de la construction de l'enfant et du développement, le fait qu'il n'y ait pas la référence maternelle ou paternelle, hein, peu importe l'un ou l'autre, c'est une catastrophe dans la construction de ces enfants-là. Mais elle dit que c'est normal en fait. Mais elle ajoute quand même que monsieur est vigilant aux propos qu'il lui tient, donc ce qui démontre une certaine manipulation. Moi, j'ai parlé dans un flux de paroles absolument, voilà, c'est ce qu'elle dit. Par contre, lui, il a été vigilant aux propos qu'il tenait. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir ouvert un peu plus les yeux. Ça nous permet de comprendre un peu plus ton histoire avec Néo que tu ne vois plus actuellement. Et puis, on arrive bientôt à 1h05 de vidéo. Donc, étant donné que je sais que les gens sont assez, voilà, ont du mal à se concentrer assez longtemps, je pense on va arrêter là ton témoignage. En tout cas, je te remercie pour tout ça. Et puis, tiens-nous informés à partir du 8 juin, qu'on sache, bah voilà, qu'on puisse connaître la suite, hein, et puis on continuera de relayer en tout cas. Je voulais ajouter quand même une petite chose, si tu me le permets. Alors, deux choses. Alors, je vais aller vite du coup, parce que c'est vrai que comme tu le dis, pour les gens, ça paraît trop long, hein, c'est évident. Sinon, elle a dit, donc alors ça c'était l'expertise de monsieur, il y a la mienne, mais bon, je sais que tu vas mettre les liens, donc bon. Elle a dit que j'étais suivie, parce que c'est moi qui lui ai dit, par un psychologue à la Maison de la Justice et du Droit. En réalité, c'est le CIDFF, donc c'était dans le cadre d'une action sur les violences conjugales. Voilà. Et elle écrit mot pour mot, hein, je cite: cela est aussi incohérent car il me semble qu'aucun suivi psychothérapeutique ne peut se faire en ce lieu. Sauf que j'ai une attestation de cette psychologue indiquant une quinzaine de rendez-vous. Voilà. Donc là, encore une fois, alors elle a été prudente, elle dit c'est aussi incohérent car il me semble. Mais enfin, bon, après, il y a autre chose, et je ne voulais pas spécifiquement en parler, mais on est bien obligé de le faire pour comprendre. C'est que je lui ai expliqué avoir été reconnu HPI, donc haut potentiel intellectuel, mais je vous assure que c'est loin d'être une partie de plaisir. Je suis quelqu'un qui n'a pas. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas tout ça. Si seulement j'en parle, c'est qu'on sait très bien que les surdoués ont des problèmes, mais pas de là à ne pas pouvoir éduquer un enfant. Mais ils ont des problèmes sociétaux, relationnels avec les autres, un peu comme les autistes. Et quand elle dit, et pourquoi je dis ça, et c'est uniquement dans l'intérêt de faire le lien, elle dit que mon discours est décousu, qu'il y a un flot de paroles et de pensées, etc. En fait, elle décrit quelqu'un de surdoué, parce que
pour moi, mon discours était construit et elle le reconnaît elle-même à un moment où elle dit que si on prend chaque thématique une par une, mon discours est construit, mais que si on met tout dans l'ensemble, ce n'est plus construit. Alors déjà, il faut qu'on m'explique parce que je comprends rien. Mais en tous les cas, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu, voilà. Elle dit: «Madame partira dans tous les sens dans un flot de paroles et ne fera que des digressions en permanence. Son discours est extrêmement difficile à suivre» et ça, je veux bien le concevoir. «Et il faut en permanence la ramener à la question initiale». Et ça, c'est typique. Alors, on va pas parler des surdoués, on va le plus simple, c'est de dire que c'est une pensée en arborescence. Donc, c'est-à-dire que voilà, ça part comme un arbre, en fait. Il y a des ramifications qui sont pour moi importantes et qui, à son sens, ne sont pas importantes. Mais ça, c'est à son sens, c'est pas dans le mien. Voilà, j'ai pas la pensée linéaire, sans partir dans les trucs des surdoués, voilà, mais c'est le cas. Donc je refuse de perdre mon fils pour ça. Mais bon, pour un psychologue, c'est quand même extrêmement, malvenu de dire que, bah, de ne pas l'avoir reconnu. Alors même que je le lui ai dit et j'en ai seulement parlé au bout de 3 ans parce que je veux pas qu'on dise que je suis quelqu'un d'orgueilleux ou de vantard ou de fier parce que ça ne m'apporte que des problèmes de toute façon. Voilà, je tenais à préciser parce que c'est extrêmement important de dire pourquoi elle dit que je suis dans un flot de paroles. D'accord. Et c'est bizarre parce que les autres arrivent à me suivre. Alors, ça dépend des personnes, mais il y a des gens qui arrivent très bien à me suivre. Voilà. Alors, ça leur demande des efforts, c'est vrai, Après, mais bon. au-delà de ça, il y a des gens aussi qui sont tout simplement bavards et d'autres moins. Ah bah oui, et puis Néo l'est tout autant. Je voudrais ajouter qu'il me tient extrêmement à cœur de diffuser la photo de ma mère, de Néo et moi lorsque nous étions en train de manger. C'est une photo où on est tous les 3 et c'est simplement pour démontrer, c'est pas pour faire de l'exhibitionnisme là pour le coup, c'est simplement pour démontrer sur ces photos, ni pour exhiber mon fils, hein, c'est pour montrer que mon fils est particulièrement heureux lorsqu'il est avec sa maman et avec sa mamoune, sa grand-mère. Et donc ça me tient à cœur pour des raisons que toi tu sais, que ces photos-là puissent être mises dans ta vidéo si tu acceptes évidemment, de montrer que c'est un enfant qui est heureux en présence de sa maman et même de sa grand-mère. Parce Si. que ma mère souffre de cette situation évidemment. Ok, ben lors du montage, hein, je vais positionner de toute façon pas mal d'éléments, il y a pas de problème. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis bah, je te laisse le petit mot de la fin, et puis je vais conclure avec ma petite phrase. D'accord, bah, je souhaiterais moi aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis au travers de tes vidéos. Toi-même, Grain de Sable, pour tes vidéos. Avec Karine, on attendait avec impatience à chaque fois. En fait, ça nous donnait de l'espoir, mais ça nous donnait aussi beaucoup de soutien et nous remercions, et je remercie particulièrement tous les gens qui sont toujours là d'ailleurs, qui ont été là et qui sont là pour nous soutenir et qui viendront, je l'espère, à la manifestation du 23 mai à Montpellier. Il y aura plus de précisions à voir sur les réseaux sociaux aussi. Et donc je suis profondément touchée par leur marque d'affection et je leur adresse un immense merci parce que sans eux, je n'aurais pas eu l'audience en collégiale et puis de toute façon, j'aurais pas réussi à tenir jusque-là. Voilà, donc un immense merci à tous ceux qui ont soutenu Karine et moi. Merci à toi en tout cas. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.